Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue ici même en direct, en public, à l'occasion du colloque des DAF. Rendez-vous important, anticiper et résoudre les contentieux. On en parle, messieurs, tout de suite. À la tribune, deux invités. William Nahum, soyez le bienvenu. William Nahum, associé partenaire, expert comptable, commissaire aux comptes. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Marc Pichon de Bury, Auguste et de Boussy, avocat à la Cour. Messieurs, le micro, le plateau, la souris sans fil, tout est à vous. Je reviens dans 30 minutes, j'ai l'œil sur la montre. À tout de suite. Merci beaucoup. Effectivement, donc on va se présenter rapidement, Marc et moi-même. Donc je suis expert comptable et commissaire aux comptes, mais spécialisé dans les contentieux, l'évaluation des préjudices et l'assistance à parties, demandeurs ou défendeurs en cas de litige ou de procédure. Et le cabinet Auguste et de Boussy, je ne vous le présente pas, Marc va se présenter dans quelques secondes, est très connu pour être un des plus beaux cabinets de la place en matière de contentieux, et c'est pour ça que lorsqu'on m'a demandé d'animer cette table, j'ai immédiatement pensé à demander au cabinet Auguste et de Boussy, qui a dépêché un de ses meilleurs représentants, Marc Pichon de Bury, qui va se présenter immédiatement et qui est aussi un spécialiste de contentieux. On va essayer d'animer cette petite demi-heure pour vous donner quelques éléments de réflexion, étant entendu que vous pourrez trouver sur le site internet qui sera indiqué dans le dernier transparent le lien pour retrouver l'ensemble des transparents qui vous auraient été présentés aujourd'hui. Marc, à vous. Merci William. Je suis effectivement avocat de contentieux au cabinet Auguste et de Boussy. Ma spécialité, donc, c'est le contentieux commercial d'une manière générale. Je suis très honoré de participer à cette petite conférence avec William Nahum, qui est un des meilleurs spécialistes de l'évaluation de préjudice aujourd'hui sur la place de Paris. Et j'en suis d'autant plus content que le contentieux commercial aujourd'hui ne s'envisage plus sans la présence d'un spécialiste des chiffres dans l'évaluation du préjudice. Donc merci Monsieur Nahum de m'avoir invité à participer avec vous à cette conférence. On a été opposés, on a été dans le même camp, donc je sais comme vous pouvez être retors, je sais comme vous pouvez être un excellent technicien et un très bon soutien dans le cadre des contentieux. Donc je connais votre expérience des deux côtés de la barre. On a d'abord été opposés. C'est exact. C'est comme ça après on a été du même côté. Voilà, c'est comme ça que naissent les grandes amitiés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien, donc nos clients ont été opposés parce que nous, on défendait les intérêts de nos clients. Alors, on va aller vite parce que c'est vrai, une demi-heure. Donc, quelques éléments, voilà le plan, le contentieux, anticiper aussi, préparer quelques conseils, mais singulièrement de nature juridique, parce que lorsqu'on n'a pas cette idée avant un contentieux, qu'il pourrait advenir un contentieux, eh bien, on oublie certains réflexes, on ne prend pas certaines précautions. Or, quand on est dans une société petite, moyenne ou grande, cette dimension, si je puis dire là, du contentieux qui pourrait advenir, doit être intégrée, générer un minimum de réflexion et générer aussi la mise en place éventuellement d'un certain nombre de réflexes pour que si jamais on allait jusque devant les tribunaux, devant un juge, on ait les meilleurs moyens de preuve, les éléments probants, etc. Mais il y a bien d'autres précautions et Marc en parlera. Donc ça, c'est anticiper et s'y préparer. Et puis on verra, mais très rapidement, je vois que le groupe, l'exposé précédent a aussi très bien parlé de ça, l'arbitrage, la conciliation, la transaction, la médiation très rapidement. Donc voilà le premier point. Donc le contentieux, c'est tout simplement un désaccord ou un litige entre deux ou plusieurs personnes physico-morales avec éventuellement le recours au juge. Vous y allez quand vous voulez, Marc. Oui, je crois que ce désaccord entre personnes morales, entre sociétés, à un certain moment, il est consommé, ce désaccord.
il ne faut pas hésiter, essayer de trouver un terrain d'entente avant d'aller au contentieux. Parce que le contentieux, c'est un petit peu le point de non-retour. C'est la cristallisation très agressive des positions de chacune des parties. Donc, tant que l'objectif commun qui est l'exécution du contrat est possible, tant qu'une éventuelle conciliation est possible entre les parties, et je dis ça en tant qu'avocat de contentieux, il faut vraiment essayer de tenter sa chance, faire en sorte que les parties s'entendent, et parfois ne pas hésiter à changer une partie des équipes ou changer certains responsables de projets, puisque les contentieux naissent souvent de problèmes de personnes, ou en tout cas de débats un petit peu passionnés où l'un des interlocuteurs n'arrive plus à s'entendre avec un autre, et il n'est pas inutile dans ce cas-là que quelqu'un qui est un peu extérieur au contentieux, une autre personne de l'organigramme, tente éventuellement un changement de personne pour faire en sorte que ce changement d'équipe, ce changement d'interlocuteur permette de parvenir à un accord, alors que laisser en place les responsables des projets ne permet pas parfois d'arriver à une conciliation et à une poursuite du contrat. Tout à fait. Alors ensuite, on va rapidement parler de l'anticipation et comment se préparer à un contentieux. Déjà, clarifions le débat. Anticiper le contentieux, il y a l'aspect opérationnel et l'aspect plus juridique. Il y a d'abord, avant la signature du contrat et en cours de contrat, avec éventuellement un certain nombre de clauses et la vérification de la validité des clauses. Donc, opérationnellement, juste une indication avant de passer au volet juridique, c'est que lorsqu'on achète des produits, par exemple, je prends des cas vécus, en les rendant opaques, bien sûr, mais on achète des produits, on fait construire un bâtiment ou quelque chose. Il faut, me semble-t-il, et puisque vous êtes là, c'est que ça peut être une préoccupation que vous avez, mais même lorsqu'il n'y a pas de litige prévisible, etc., se dire que opérationnellement, on pourrait avoir à être en litige. Évidemment, si on achète 3 crayons et 2 gommes, on va pas s'embêter avec ça. Mais dès lors qu'on est dans une entité, une entreprise, ou une entité qui achète, qui consomme, qui contracte, qui co-contracte, l'idée, le codicile, l'idée de l'anticipation du préjudice et la réflexion qu'il faut avoir pour se dire s'il y avait une malfaçon, un vice caché, un problème, qu'est-ce qu'un juge pourrait me demander de prouver, comment ça pourrait se passer? Je pense à des cas très très précis de malfaçon sur des bâtiments. Ça, c'est relativement facile parce que les experts vont dire bah oui, il y a une malfaçon, après on va évaluer le préjudice. Mais si vous avez affaire à des produits qui sont vendus, qui sont un élément dans un ensemble, et que cet élément fait défaut, alors il faut déjà prouver le vice caché ou prouver la malfaçon, ensuite mettre en place, si vous êtes par exemple une société, je pense à un cas précis, sur tout le territoire national, avec des centaines de personnes sur le terrain, le traitement de la constatation de la malfaçon peut être problématique si on n'a pas un processus qui permet, en cas de litige, de mettre en place une procédure permettant de rendre compte et de recueillir les éléments probants. Parce que si vous allez devant un juge ou vous rencontrez un avocat pour dire oui, ça a été vraiment un drame, il y a eu plein de malfaçons, d'accord, où sont les cadavres ? Ou comment vous pouvez prouver? Bah oui, mais on vous le dit, on peut faire des attestations, des ouvriers, tout ça. J'ai vécu un cas très compliqué. Et donc, on a mis d'ailleurs en place un dispositif qui permet à chaque fois, opérationnellement, de donner dans le dossier à l'avocat les éléments probants qui lui permettent de s'appuyer et ensuite, en termes d'évaluation économique, d'avoir une assiette économique, un quantum
qui soit suffisamment étayé en termes d'éléments probants. Le juge, il veut avoir des preuves que le terrain a exprimé de façon formelle ces malfaçons. Oui. D'une manière générale, on dit souvent qu'un bon projet vaut mieux qu'un bon contrat. Et je crois qu'on a raison. Moi, je fais pas mal de contentieux informatiques. Lorsque le projet en amont a bien été préparé, que les attentes du client ont bien été comprises par le prestataire, que le client a bien exprimé ses attentes métiers par rapport au projet, après le contrat reflète un petit peu ces données et les attentes du client et ce que le prestataire s'attend à devoir faire pour son client. Donc, il ne faut pas se dire que tout est dans le contrat. C'est vraiment toute cette phase préparatoire, cette phase de préparation du projet qui est la plus importante. Et c'est ce qui permettra également, pour rejoindre ce que dit Monsieur Nahum, c'est ce qui permettra de prévoir des étapes dans le contrat où ces étapes sont formalisées par soit la remise de compte rendu, la rédaction de rapports sur l'exécution d'une première, d'une deuxième, troisième étape du projet du contrat, par la réception de travaux intermédiaires ou de prestations intermédiaires, autant d'éléments qui permettent de compartimenter l'exécution du contrat et le contrat lui-même, qui permettent de préparer des preuves en cas de contentieux malheureusement, où on peut dire jusqu'à l'étape 1, jusqu'à l'étape 2, tout s'est bien passé, regardez, les rapports en attestent, mais regardez, pour l'étape 3, on devait avoir telle réception de travaux ou de telle prestation ou tel compte rendu qu'on n'a pas ou qui n'est pas conforme à ce qui avait été prévu contractuellement. Donc il ne faut pas... en matière de contentieux, je veux dire que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Malheureusement, on le rencontre dans de nombreux domaines. Tous ces écrits intermédiaires que vous pourrez recueillir dans le cadre de l'exécution du contrat permettront à la fois de prouver que vous avez bien exécuté vos obligations contractuelles ou à l'inverse, de démontrer que votre prestataire, que votre co-contractant, lui, ne les a pas exécutées comme il aurait dû le faire. Voilà, la leçon, c'est évidemment ce que vous savez bien et ce que les avocats savent encore mieux, c'est que quand on est dans un procès, c'est sur dossier, c'est des preuves, c'est pas la sincérité du propos ou la constatation juste des dégâts après coup. Alors, donc, avant la signature du contrat, ça s'est tiré pas mal d'un exposé que j'ai suivi chez Auguste et Debouzy, justement, et qui était absolument remarquable avec Marc et quelques-uns de ses collègues. Donc, avant la signature, quelques points, hein, ça prétend pas être exhaustif, hein. Il faut sensibiliser les différents acteurs, c'est-à-dire vous allez signer un contrat avec un tiers à l'entreprise. Est-ce que vous avez prévu, quelles clauses vous avez prévues en cas de difficulté? Qu'est-ce que vous avez anticipé? Est-ce que il y a un déroulement de la prestation ou de la livraison, ce que vous disiez, tel que ça nous permet à nous, entreprise, si jamais il y avait une difficulté, d'être en mesure de se défendre? Ça prend 2, 3, 4, 5% du temps de l'ensemble des problématiques de l'élaboration du contrat, mais c'est totalement indispensable. Il y a aussi tous les problèmes de gestion des autorisations de signature afin qu'à un niveau d'autorisation corresponde une responsabilité qui intègre justement, toujours de notre point de vue de l'anticipation, qui intègre cette dimension. Il pourrait y avoir un litige. Et enfin, le rendu compte des modalités d'exécution liées au contrat, c'est-à-dire suivre comment le contrat, c'est ce que vous venez de dire, maître, suivre comment le contrat a été exécuté, de sorte que s'il y a une difficulté, on puisse retracer éventuellement devant un juge. Et en amont du juge, si on doit négocier et trouver une transaction, c'est dire, écoutez, nous, on a tous les moyens de prouver que on a fait le boulot comme il fallait, que c'est de chez vous que venait le problème. Je suis entièrement d'accord avec vous, j'ai rien à ajouter sur cette partie. Voilà. Alors, là, je vais vous laisser plus parler. En cours de contrat, évidemment. Oui.
On a évoqué dans cet encadré des aspects très belliqueux de l'exécution du contrat avec l'éventuelle intervention d'un huissier de justice qui viendrait constater que certaines parties du contrat n'ont pas été correctement exécutées. En un mot, il faut répondre aux questions de l'huissier de justice pour ne pas montrer qu'on est embarrassé ou ne pas refuser de déférer à une ordonnance du juge qui aurait commis l'huissier de justice, éventuellement avec un expert, afin de faire différentes constatations. Le cas échéant, vous pouvez essayer de gagner du temps en disant que vous n'avez pas les réponses immédiatement, mais elles seront fournies dans les 48 heures à l'huissier de justice. Ça montre à la fois votre bonne foi et ça vous permet de préparer votre réponse. Mais ça, c'est plus anecdotique. Je dirais qu'en cours de contrat, l'important est de sensibiliser les équipes sur les écrits. Aujourd'hui, on vit à l'heure et dans l'ère de l'Internet. On a une écriture un petit peu automatique avec les emails. Il faut faire très attention. Il faut sensibiliser les équipes à ce mode de communication. Ce sont autant de preuves préconstituées ou de preuves futures qui se retrouveront dans les dossiers des avocats. Et lorsque les opérationnels écrivent dans le cadre de contrats, d'exécution de contrats, ils ne se rendent pas toujours compte de la portée de leurs écrits. Type, oui, je sais, on a 3 semaines de retard, alors qu'on aurait dû livrer ça depuis un moment. On sait que vous subissez un énorme préjudice, c'est vraiment de notre faute, etc. Ça, c'est le type d'écrit qu'un avocat est bien content d'avoir au dossier et que l'avocat adverse, pour le coup, s'arrache les cheveux en se disant « mais comment est-ce qu'il a pu écrire une chose pareille ?» Ça fait sourire dans l'Assemblée, tant mieux, mais sachez qu'on retrouve ça de manière beaucoup plus habituelle et courante qu'on ne le pense. Donc attention, l'email, c'est un écrit qu'on peut produire en justice. Attention à ce que les opérationnels écrivent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer par rapport à ça, c'est que, comme disait Monsieur Nahum, le procès, c'est la preuve. On ne peut préparer un bon procès qu'avec les éléments que l'on a au dossier. Les attestations, c'est une chose, mais tous les échanges d'écrits, effectivement, sont très importants. Lorsque votre cocontractant n'a pas exécuté dans le délai ou n'a pas exécuté exactement ce qui était prévu au contrat, même si vous avez de bonnes relations avec lui, n'hésitez pas, après tout est dans la forme que vous voulez y mettre, en disant, soit par email, soit par fax, soit par LRR, voici les termes du contrat, voici ce qui était prévu. Malheureusement, ça n'est pas exactement ce que l'on attendait, ça n'a pas été livré dans le délai, ou il y a certains défauts qu'on a constatés, ou certaines carences dans l'exécution de la prestation. Peut-être que votre contractant, ultérieurement, va remédier à ces carences, mais si ça n'est pas le cas et que un peu plus tard, quelques semaines ou quelques mois plus tard, on se retrouve dans un contentieux, vous serez bien content d'avoir laissé une preuve, une trace écrite dans votre dossier, où vous disiez, à un instant T, on attendait ça, et on l'a pas eu, ou on l'a eu trop tard. Parfaitement. Alors, juste une histoire de mail. C'est un des rares dossiers que j'ai pas eu avec vous. L'année dernière, on a été amené pour un dossier assez lourd, un contentieux de vraiment plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, à s'interroger sur l'exploitation des mails. Eh ben, on a exploité près de 20 000 mails envoyés par un certain service, et ça nous a donné des sources extraordinaires. L'avocat a été complètement excité par le produit final. Donc, méfiez-vous de ça, et je dirais même plus, quand vous supprimez un mail, je suis pas spécialiste, mais à force, je fréquente les spécialistes et vous en êtes en matière informatique. Vous en êtes un maître. On peut retrouver dans le disque dur quasiment tout. Un expert informatique très reconnu m'a dit le seul moyen, c'est de casser à la hache le disque dur. Sinon, on peut retrouver vraiment beaucoup de choses. N'est-ce pas? Oui, je crois que la tronçonneuse marche aussi. Mais... La tronçonneuse marche aussi. Bien. Alors, ensuite, les clauses, je vous laisse, maître. C'est vraiment les clauses juridiques. Quelques clauses assez classiques qu'on peut prévoir au contrat pour prévoir à la fois
le droit applicable, la juridiction qui sera compétente, les éventuelles limites de responsabilité, clauses pénales qui permettent de contraindre un cocontractant à exécuter sous peine d'avoir à verser une indemnité importante. L'ensemble de ces clauses sont bien évidemment légales. J'attire votre attention sur l'introduction par la LME, la loi du 4 août 2008, de la notion de déséquilibre significatif à l'article L442.6.1.2 du Code de commerce. Pardonnez-moi ce langage très juridique, mais je me fais plaisir. Cette notion de déséquilibre significatif, elle est récente, elle date de la LME, donc 2008. Elle a encore peu d'application, mais si elle avait vocation à régir en premier lieu les relations entre les fournisseurs et les acteurs de la grande distribution, cette notion va s'appliquer à l'ensemble des acteurs du monde des affaires. Attention, en fonction de la balance, du rapport de force qu'il y a avec votre cocontractant, à ne pas, entre guillemets, charger la barque, ou en tout cas à rédiger des clauses et à faire accepter des clauses qui seraient trop déséquilibrées, puisque le juge peut annuler ces clauses, il peut le faire en référé. Le procureur de la République peut solliciter également le retrait de ces clauses sous peine d'amende à hauteur de 3 millions d'euros d'amende. Donc aujourd'hui, attention dans la rédaction de ces clauses, si elles sont trop déséquilibrées, elles peuvent être supprimées et faire l'objet en plus de poursuites. Voilà, tout à fait. Alors, validité des clauses, bon, je pense que c'est un peu dans le même esprit. Oui, sur les conditions générales d'achat, conditions générales de vente, il y a souvent un petit peu de contentieux pour dire est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier. Encore une fois, tout est histoire de preuve. Si vous vous engagez dans des relations à long terme avec votre cocontractant, il peut être bon dans un document initial de lui faire signer le fait qu'il a parfaitement connaissance de vos conditions générales de vente ou de vos conditions générales d'achat et qu'il accepte que celles-ci régissent l'ensemble des rapports contractuels jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et vous évoquez en particulier, ça peut s'appliquer à la grande distribution, le problème de l'asymétrie, etc. Quand c'est imposé de façon forte, brutale et incontournable, ça peut faire l'objet d'un vrai débat devant les juges. Voilà. Alors, préparer le contentieux. Bon, on a essayé de dégager 2 pistes, mais il y en a bien d'autres. Recueillir des attestations de la réalité d'un fait, ça veut pas dire que c'est systématique. Ça peut être une piste, ça peut être un élément. Tous les moyens de preuve sont admis. Celui-ci peut en faire partie. Ou alors, ce que vous disiez vous-même, quitte à sacrifier un beau dossier, se concerter et s'entendre. Oui, exactement. Alors, les attestations, effectivement, c'est très important. Attestation des acteurs du projet ou de l'exécution du contrat. Ce n'est pas la peine d'avoir des attestations qui soient trop partiales. Le juge n'en tiendra pas compte. Si on a en revanche des attestations qui sont relativement précises et qui racontent une histoire où on sent que la personne a été impliquée dans un projet, là, effectivement, ce sera intéressant. Vous pouvez également faire intervenir un huissier de justice qui va, sans aller forcément dans les locaux de l'adversaire, venir constater un fait chez vous ou sur un chantier ou sur le lieu d'exécution de la prestation pour constater à votre demande un certain nombre de carences. L'avantage du constat d'huissier, c'est qu'il a date certaine. Vous pouvez avoir intérêt parfois à le faire intervenir. Je vois le petit encadré, monsieur David, se concerter et s'entendre. Lorsqu'on prévoit des clauses dans le contrat où les parties s'engagent à concilier avant de porter le contentieux devant les juges, si cette clause est suffisamment précise dans sa rédaction, si vous portez le litige devant une juridiction avant même d'avoir tenté une conciliation, votre action s'opposera à une fin de non-recevoir et le juge refusera d'examiner le litige et vos griefs en disant vous auriez dû mettre à exécution cette clause de conciliation qui était prévue contractuellement. Je vous renvoie à vos études, tentez de concilier, vous reviendrez me voir ultérieurement si vous n'y êtes pas parvenu. Donc attention à ces clauses.
elles ont un intérêt, donc il faut essayer de les prévoir le cas échéant. Mais si elles existent, il faut les mettre en œuvre avant d'aller devant le juge. Clairement, alors justement, les nouvelles voies de résolution des contentieux, enfin nouvelles si on veut, on les survole parce qu'on veut respecter l'horaire, puisque après il y a encore un atelier. Vous les connaissez, on les survole rapidement. Donc vous avez le règlement contentieux alternatif des litiges, alternatif à la justice ordinaire. C'est évidemment l'arbitrage ou alors versus la juridiction. Et puis l'autre source, c'est le règlement amiable des litiges. Conciliation, médiation, transaction, on va très vite survoler ces différentes procédures. Oui, je pense que d'ailleurs on n'est pas très loin de la fin. Je pense que vous avez exposé les principaux modes alternatifs de règlement des litiges. En ce qui concerne la conciliation, la médiation, elles peuvent se faire soit sous l'égide d'un tiers choisi par les parties. Cette procédure peut d'ailleurs être prévue dans le contrat, ou on peut éventuellement aller devant le juge pour solliciter l'organisation d'une médiation ou l'intervention d'un médiateur, d'un tiers qui va tenter de concilier les parties. Voilà. On n'arrive pas très loin de l'issue de cette petite présentation. Le format est assez court. Je vais juste dire un tout petit mot de conclusion avant de vous redonner la parole. Deux choses sur le contentieux d'une manière générale. Avant, pendant très longtemps, les avocats tentaient de démontrer la faute d'une des parties, le lien de causalité, et une fois qu'il avait établi la responsabilité au regard des données contractuelles ou au regard des articles du Code civil de la partie défaillante, il se disait, bon ben voilà, j'ai prouvé la faute, la mise en cause de la responsabilité, donc je demande réparation à hauteur de temps, et le chiffre qui était sorti sortait un peu du chapeau, c'était au doigt mouillé. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Le contentieux commercial, c'est beaucoup plus sophistiqué. Aujourd'hui, une fois que le juriste a démontré qu'il y avait une faute qui avait été commise au regard des données contractuelles ou au regard des données légales, il faut prouver la réalité du préjudice. On n'est pas dans un système américain ou anglo-saxon où il y a ce qu'on appelle les punitive damages, les dommages répressifs d'une certaine manière, dommages punitifs. Ce qui doit être réparé, c'est le préjudice et uniquement le préjudice. Dans les contentieux un petit peu sophistiqués, il faut se faire aider d'un tiers, d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, d'un spécialiste des chiffres. Monsieur Nahum en est un des plus éminents. Sinon, votre contentieux est voué à l'échec si vous n'avez pas démontré la réalité de votre préjudice avec suffisamment de précision et avec force chiffres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fonction des litiges que vous avez, il est très important de prévoir en amont, et c'est une donnée à prendre en compte dans le cadre de contentieux, le coût de ce contentieux. Faire intervenir des avocats, notamment de cabinets réputés, ou des experts comptables ou commissaires aux comptes réputés, ça a un coût. Et ça, il faut le prévoir bien à l'avance. Il ne faut pas hésiter à demander à vos avocats et à vos experts comptables de chiffrer à l'avance le coût des contentieux et leur demander quelle est la durée possible de ces contentieux. Car si vous allez par exemple devant le tribunal de commerce et que vous avez une décision qui bénéficie de l'exécution provisoire, votre litige peut durer entre 8 mois et 1 an. Mais s'il n'y a pas d'exécution provisoire et que vous allez jusqu'en cassation, ce sont 4, 5, 6, 7 années de contentieux qui s'ouvrent devant vous avec autant d'honoraires d'avocats et d'experts comptables, en tout cas de spécialistes de calcul du préjudice. C'est là où, en principe, lorsque vous avez des conseils avisés, quand je parle de conseils, c'est aussi bien votre avocat que votre expert comptable, ils vont vous dire, voici les forces en présence, les forces, les faiblesses de votre dossier, voici le coût envisagé d'un tel contentieux et éventuellement sa durée, mais il y a peut-être en opportunité la possibilité de transiger. Vous n'aurez peut-être pas exactement ce que vous espériez dès le départ, mais en parvenant à une transaction, le litige se termine beaucoup plus vite et parfois à un moindre coût. Ça fait partie également du rôle de l'avocat et de l'expert comptable de vous le conseiller.
Très bien, bravo, merci beaucoup, maître. Juste quelques mots là pour un peu ramasser le point de vue de l'expert économique. C'est effectivement d'anticiper, c'est-à-dire que quand on est dans la vie normale, le déroulement normal des affaires, des entreprises, eh bien avoir évidemment envisagé tous les aspects. J'achète un immeuble, j'achète du matériel, je suis là d'abord pour acheter, pas pour penser aux préjudices et aux difficultés qui pourraient venir, mais il faut aussi y penser. Et ça, c'est donc l'anticipation opérationnelle. Penser à comment j'aurais à prouver si jamais il advenait un préjudice, mettre en place un système d'information qui permette de remonter à la direction juridique, la direction financière, enfin bref, au headquarters, le fait qu'il y a un préjudice, qu'il y a une difficulté et que c'est pas banal et qu'il y a peut-être une demande, une réclamation à la clé, et puis aussi, bien sûr, tous les aspects juridiques. Est-ce que on pense à la clause compromissoire? J'ai l'honneur d'être vice-président du Collège européen de règlement des conflits, qui est une procédure, une des nombreuses chambres d'arbitrage. On propose, on milite pour que dans tous les contrats, il y ait une clause d'arbitrage. Pour autant que vous soyez convaincu que l'arbitrage est un mode alternatif convenable. Mais vous pouvez aussi prévoir, c'est ce que vous avez très bien dit, des procédures de conciliation. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande avant, au même temps que l'on négocie un contrat et qu'on le conclut, Monsieur Nahum, est-ce que vous accepteriez d'être conciliateur, parce qu'il y a une connotation économique et comptable ou financière particulière dans ce dossier, est-ce que vous pourriez être conciliateur au cas où il y aurait par la suite une difficulté, et donc dans le contrat lui-même, on désigne soit nommément un conciliateur ou un médiateur, soit un processus de désignation. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour en survolant, mais enfin en une demi-heure. Alors vous aurez est-ce que vous arrivez à lire, je ne sais pas si vous arrivez à lire les transparents, vous allez avoir tous ces transparents sont accessibles en examinant le site de mon cabinet. On a un peu simplifié les choses avec mes amis d'Auguste et de Bouzy, donc on va vite y venir. Voilà, vous avez là donc WNAP.fr, www, vous aurez l'ensemble des transparents. Évidemment, c'est court, mais ça vous renverra à cet exposé. Marc, j'ai été ravi une fois de plus d'être avec vous et de vous avoir avec moi pour cet exposé. Même si vous n'avez pas mis le lien vers mon cabinet, méchant. On va le faire, mais on a terminé ce matin. Voilà, merci beaucoup et bonne chance au prochain.